s'est construite donc en France. Il faut savoir que c'est une mémoire d'abord qui est traumatique. Tous et toutes, d'ailleurs si j'étais pour toi je dirais toutes et tous, portent le traumatisme de la guerre, de l'exil, des conditions sinistres d'arriver dans un pays qui ne voulait pas d'eux, des espaces de relégation dans lesquels ils ont été parqués, mis à l'écart. Donc vraiment c'est une mémoire traumatique. C'est aussi une mémoire dans les familles, et je pense que ça va peut-être faire penser à vos familles, mais une mémoire que j'appelle paradoxale. On est dans un paradoxe d'une souffrance formulée à demi-mot cachée par les anciens, et en même temps le souvenir, et souvent ça s'est porté par les mères, les souvenirs d'un pays paradisiaque perdu, d'un Éden perdu en fait, d'un paradis perdu, et son corollaire du coup qui va ensemble d'une enfance ou d'une jeunesse, pour ceux des enfants qui sont arrivés tard, d'une jeunesse un peu idyllique, des souvenirs d'enfance, vous voyez, la beauté de l'Éden perdu. Donc on a une espèce de paradoxe de violence, l'Algérie est terre de violence, et en même temps c'est l'Éden perdu, quoi, c'est le pays perdu et l'enfance qui va avec, et la beauté de cette enfance. C'est pour ça que certains d'ailleurs ont du mal à voir les réalités de l'Algérie coloniale parce qu'ils sont partis enfants, donc ils n'ont pas perçu le conflit d'un point de vue politique. De toute façon, bon, il y a très peu de harkis au vu de la sociologie qui pouvaient percevoir le conflit d'un point de vue politique. C'est surtout une mémoire coupable. Coupable d'avoir perdu. C'est fait toute la difficulté d'être dans le camp des vaincus, des perdants. Là, il y a un ouvrage magistral, celui d'Alice Zéniter, voilà son roman extraordinaire, L'art de perdre, qui résume merveilleusement bien ça, cette mémoire coupable qu'il y a dans ces familles-là. C'est une mémoire victimaire, le fait d'être victime de cette fin de guerre, victime des massacres. Cette mémoire victimaire a été beaucoup portée par quelques associations qui trouvaient là une raison d'exister en fait. Pour les plus extrêmes, heureusement c'est pas toutes les associations, loin de là, mais il y en avait quand même qui étaient assez extrêmes et qui avaient une véritable dérive identitaire là, de concurrence des victimes. Quoi. Moi je suis plus victime que toi parce que j'ai plus souffert que toi, etc. Bon, on sait très bien qu'en général ce genre de dérive nous amène à on est dans une surenchère victimaire et ça va plutôt à séparer les gens que finalement les rassembler. Puis c'est surtout une mémoire aussi suspecte. Moi, je me rappelle, j'avais été invitée par un élu du sud de la France pour une conférence, et puis il me disait que lui se présentait comme fils de harki. Bien sûr, en Algérie, ça m'était très mal à l'aise, et vous savez pourquoi. Mais même en France, il n'était pas très à l'aise avec ça, parce qu'il disait que quand je se présentais comme fils de harki, il se sentait toujours obligé de devoir rassurer son auditoire de suite. Dire que non, mais lui, il n'était pas pro-Algérie française, il n'était pas un révisionniste, voilà, c'était pas il y avait dans cette identité de fils de harki ni une revendication identitaire, ni une nostalgie coloniale, loin de là. Bon, vous savez que du point de vue de l'État algérien, la mémoire harki, c'est une mémoire honnie, une mémoire bannie, parce que l'Algérie, je parle de l'État algérien, je ne parle pas des Algériens, hein, je parle de l'État. Le gouvernement algérien, c'est une mémoire honnie, ça a servi de bouc émissaire. Voilà, l'Algérie indépendante s'est construite sur le mythe, mais vraiment le mythe infondé d'une révolution nationale. D'ailleurs, il ne parle pas de guerre d'indépendance, il parle de révolution nationale. D'une mythologie centrée sur le Moudjahidine, d'un peuple entier qui serait soulevé contre le joug colonial. Vous le savez, je vous ai dit que c'était, ne serait-ce que les auxiliaires, c'était 200 000 hommes. Les Algériens, ils ne pouvaient pas de toute façon. Il n'y a qu'une fraction minoritaire d'Algériens qui ont eu la chance de faire des études en France, mais c'était une infime minorité, qui ont perçu l'enjeu politique de ces questions et qui se sont retrouvés dans les rangs du FLN très tôt. Mais c'est faux, le mythe de la Révolution nationale, donc du coup, le héros, le Moudjahidine en Algérie, pour exister, il a besoin d'un contre-héros. Et le contre-héros, c'est le harki. Voilà. Et donc du coup, ça entretient comme ça une histoire officielle fausse. Donc à ce mépris, cette condamnation en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, en France, il y a un silence, comme je vous l'ai dit. Mais pour l'État français, je dirais plutôt que le harki, c'est la mémoire de la mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience de la France, de l'État français. Et du coup, ça a entraîné ce silence coupable de notre belle République française. Voilà. Et ça a entraîné, je le disais tout à l'heure,
une instrumentalisation tragique, parce qu'elle a fait beaucoup de mal, moi je trouve, une instrumentalisation tragique des harkis par le Front National en France, à ses heures de gloire. Puis fort heureusement, l'État français a réagi. Il y a eu la loi de 1999 où l'Assemblée nationale a voté la reconnaissance de la guerre d'Algérie. En 1999 seulement, la France reconnaît qu'il y a eu une guerre en Algérie. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des politiques mémorielles qui ont été mises en place et tout s'est accéléré avec le mandat d'Emmanuel Macron, qui a souhaité faire de la réconciliation des mémoires le principal objectif des politiques mémorielles françaises. Donc il s'est adressé à tous les différents groupes de mémoire, dont les harkis. Voilà, mais c'est très important ce qu'il a fait, parce que la guerre d'Algérie, elle a nourri de profondes divisions au sein de la société française, vraiment, qui continuent encore de miner les groupes porteurs de mémoire, qu'ils soient algériens ou français. Alors, et moi, en tant qu'enseignante, je suis prof d'histoire, je le vois dans les classes, quand on a les 3e et 4e générations. Et ça peut continuer à miner. C'est pour ça que c'est important de parler de cette histoire et de ces mémoires qui se sont construites. Bon, ça vient petit à petit. En tout cas, l'histoire des harkis et de leur mémoire, de la relation avec les pouvoirs publics français, c'est vraiment étroitement lié à la colonisation et à l'histoire de la Ve République. Et bien sûr à la mise sous silence de cet épisode peu glorieux de notre douce France, en fait, ce qui explique aussi que c'est entretenu des instrumentalisations, des représentations, etc. En tout cas, la gestion, parce que je pense vraiment qu'il est temps que je conclue pour laisser la parole aux autres invités par respect, et je vais conclure en quelques mots, vraiment très succinctement. Vraiment, la gestion étatique de ces réfugiés, qui étaient perçus clairement comme inadaptés à la société française, comme les autres immigrés, d'ailleurs maghrébins, ça s'inscrit dans l'histoire postcoloniale, a laissé l'impression, justifiée d'ailleurs, d'une volonté de les tenir à l'écart. Mais le bilan des politiques, il est clair. Ils sont plus réfugiés que rapatriés, ils sont plus surveillés qu'accueillis, ils sont plus suspectés qu'estimés par les pouvoirs publics français. Ce qui est à l'origine, chez les enfants, d'un sentiment d'exclusion. Mais finalement, dans le négatif, il y a toujours du positif, parce que ce sentiment, ce ressenti, a donné naissance aux associations portées par les fils et les filles de harkis, aux mouvements revendicatifs portés par les enfants, et a donné naissance, du coup, à cette identité harki extraordinaire, parce que vous êtes une force vive de la nation, et vous êtes surtout, ce qui est vraiment merveilleux pour la France, comme toutes les vagues d'immigration, pour la France c'est une chance, vraiment. Vous êtes à la fois le témoin de l'histoire coloniale, de l'histoire de la décolonisation française, et vous êtes les témoins de la névrose coloniale, du mal qui a été pendant la période de la colonisation pour la France, mais vous êtes des témoins précieux, et vous êtes des Français à part entière. Je vous remercie, j'espère que vous avez été très longue. Oui, on va échanger un petit moment, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, je tiens à te remercier, Katia. Par contre, je vais te poser une question. Si De Gaulle était besoin avec les gouvernements de l'époque actuelle, est-ce qu'on ne pourrait pas les traduire devant la Cour internationale pour génocide et massacre de la communauté harkie? Ne touche pas. Voilà, merci. Ouais, c'est une question hyper intéressante. Alors, on va laisser De Gaulle là où il est, paix à son âme, quand même. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand on accuse l'État français de massacre, non, c'est pas les militaires français qui ont massacré les harkis compromis aux yeux des vainqueurs, ou les civils et tout. Ouais, c'est sûr qu'ils étaient complices. Pour moi, c'est clairement un crime commis par l'État français de bureau. C'est un crime de bureau. Les directives qui ont été prises par les ministres sous ordre de Gaulle ont entraîné donc ce massacre. C'est une conséquence. C'est un crime de bureau. Ils ont été complices. Ils sont coupables de non-assistance en personne en danger, parce que les militaires avaient ordre de démobiliser et de se barrer. De tout laisser. Ouais, de désarmer. Et, voilà, donc ils sont complices. Pour moi.
algériens où ils sont très bons à ouvrir les archives. Si on veut voir on travaille dans le transport occidental, je ne sais pas ce qui les dérange. Je sais qu'ils ont ouvert aux Anglais, les historiens anglais, les archives. Ils ne veulent pas ouvrir aux historiens français, et même algériens. Il y a 3 ou 4 jours où j'ai assisté à un psychologue à Aix-en-Provence avec Reza Girach, qui fait partie du comité scientifique de notre projet, et justement qui disait que le gouvernement algérien n'avait pas cette volonté de. Ils étaient vraiment pas trop d'accord. Ouais, il faut laisser le temps aussi à l'histoire de se construire en Algérie. Alors je l'ai évoqué pour l'Algérie. L'Algérie officielle s'est construite sur le mythe du Moudjahidine et de la Révolution nationale, donc ils n'ont pas intérêt à ouvrir aux Français les archives. Ça commence timidement, et je suis entièrement d'accord avec toi, hein, l'histoire ne pourra s'écrire qu'avec l'Algérie. Clairement, pour que ce soit une histoire entière et réconciliée et apaisée, transmettre ça de façon apaisée, complètement pacifique. Ce que je trouve dommage, c'est que dans le comité des historiens, il n'y ait pas un enfant d'Arki qui aurait pu participer à ce comité, puisqu'on a mis des Français et des Algériens, mais il n'y a pas un enfant d'Arki. On dirait que le président n'a pas voulu vexer l'État algérien. Parce qu'il y avait le ministre, je ne sais pas quoi, qui disait qu'il ne voulait pas d'enfant d'Arki dans... Qui disait que la question Arki était traitée pour lui en Algérie, que les enfants d'Arki étaient les bienvenus, et que la question Arki c'était une question française maintenant, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est une sorte de l'État français. Et ça en avait les mains, quoi. Je fais un parallèle par rapport à la réparation. La France, a financé par rapport à la réparation, financièrement, elle répare les harkis. Mais ils auraient dû dire que l'Algérie devait participer à cette réparation, parce que ça leur veut dire que nos parents ont été des traîtres. Il fallait qu'on reconnaisse que l'Algérie aussi finance. On devait reconnaître ces torts, ce massacre, ce génocide qu'elle a fait envers les harkis. Il n'y avait pas que la France qui avait la responsabilité, l'Algérie aussi. Alors ça a été fait, je crois, en fait, j'ai été invitée pour participer à un colloque à Bourges récemment. Il y avait la sénatrice, dont le nom m'échappe, qui a œuvré pour la loi de février, là, et qui disait qu'il y avait une reconnaissance. Et d'ailleurs, il y a certaines associations d'enfants de harkis qui voulaient pas. C'est controversé, en fait. Hein. Ton opinion, que tu motives, hein, que tu argumentes, elle est controversée par d'autres associations de harkis. Mais récemment, dans la loi est inscrit la responsabilité des massacres commis par des Algériens en Algérie, qui a interpellé l'État algérien là-dessus. Maintenant, au moment du début des politiques mémorielles mises en place par Macron, il faut se replacer aussi dans le contexte de l'époque. Il y avait la guerre en Ukraine. Donc ce que tu dis, c'est juste ça, il ne fallait pas heurter l'État algérien, parce que la France, elle avait besoin du gaz algérien, elle a besoin. C'est des raisons économiques, comme la réelle politique économique, hein, comme en 1962, dans les accords d'Éger, on a bien soigné tous les amendements, la gestion du Sahara, etc. Autant la question des harkis, on s'en avait les mains, on s'en foutait. La question humaine. Par contre, on a bien pris le temps de traiter de la question économique et de l'exploitation du Sahara. Même chose, quand Macron lance ses politiques mémorielles, il ne faut pas heurter l'État algérien, parce qu'à fortiori, il y a la guerre en Ukraine, on a besoin des hydrocarbures algériens. Moi, je pense que vraiment, pour concilier ces mémoires en partie, il faut que la France a reconnu. Fait son examen de conscience. Mais sur les harkis, mais elle doit aussi reconnaître le rôle néfaste de la connaissance en Algérie pour vraiment apaiser les mémoires. Ah mais complètement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est pour ça que je commençais par Simone Veil, qui en 1938 reconnaît que c'était une violence extrême, le système colonial. C'était une oppression, un racisme institutionnalisé. C'est comme l'apartheid ou en Afrique du Sud. Ouais, moi je pense que pour transmettre cette histoire, il faut s'inscrire dans l'histoire de la colonisation et des inégalités, etc. C'est très important de le faire comme ça auprès des élèves pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils comprennent. Pas que ce soit un racisme anti-républicain, mais qu'ils comprennent que ça s'inscrit dans une histoire. Les ateliers pédagogiques, on peut expliquer justement. Ouais, ça se met en place. La colonisation commence. Ouais, mais l'ODAC a fait une super expo à disposition des profs d'histoire qui le souhaitent sur voilà. On va faire de ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Elle est vraiment très très bien quand je l'ai fait
beaucoup avec les élèves. Il y a un livret d'exploitation pédagogique. C'est Gadagiri, histoire partagée, mémoire meurtrie, quelque chose comme ça. Et donc c'est l'histoire de la Gadagiri, mais qui s'inscrit dans la colonisation et jusque dans la 5e République, avec les enfants de harkis, les enfants d'immigrés, etc. C'est vraiment très très bien fait. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec Alain. Tu voulais? Ouais. Ou à moins qu'il y ait d'autres questions, mais... Vas-y Alain, fais ton tour. Allez. Bon. J'y vais. Je pense que